Bienvenue sur le plateau de KNF, oui, uniquement sur le satellite, Éclair TV, chaîne 23. Tous les jours, on reçoit un artiste, un artisan, quelqu'un qui se bat pour la culture du pays. Et là, je reçois quelqu'un que vous connaissez sûrement. Oui, il est auteur, metteur en scène, interprète, tout ça en une seule personne. Il est sur le plateau de KNF, Paco Major Kanoufé. Ça caille, ça va. Franchement, je suis content de te recevoir parce que tu fais tellement de choses. Ouais. Tellement de choses. Donc, on va commencer déjà tout de suite. Parce que déjà, tu as vraiment touché à tout dans ta vie. Tu as même fait le service militaire. Ouais. Tu es parti à la guerre. Mais pour de vrai. C'est pas genre. C'est pas pour de faux. C'est pas pour de faux. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué et comment tu en es sorti finalement? Est-ce que ça t'a changé mentalement? C'est sûr que l'armée, ça sert déjà à ça, à évoluer mentalement, spirituellement, on va dire physiquement aussi, parce que tu développes beaucoup de choses. Et puis, ça m'a appris beaucoup de choses. J'en suis sorti quand même vivant. Je suis revenu chez moi. Je suis revenu chez moi. Et j'ai quand même découvert beaucoup de choses sur moi-même en étant militaire, en étant soldat, avec un gilet pare-balles et tout ça. Et puis voir des gens dans des conditions pas très joli à voir. C'est des gens qui explosent, qui ont perdu une partie de leurs jambes et tout ça. Donc, j'ai vécu avec ça pendant un an. Et puis, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même, sur l'être humain. Est-ce que finalement, ça t'a enlevé limite toutes les barrières? C'est-à-dire que finalement, là, tu n'as plus de limites. Dès que tu as quelque chose en tête, finalement, là, tu te dis, je peux y arriver. Voilà. J'ai vu le pire, maintenant, ça va être le meilleur. C'est-à-dire que plus tu vois les trucs, plus tu passes des expériences compliquées, plus après, ça te montre que ce qui arrive derrière, soit c'est plus compliqué, ou soit c'est rien du tout par rapport à ce que tu as déjà vécu. Exact. Donc, en fait, c'est sûr qu'après l'armée, j'ai pas peur de grand-chose. Sauf de Dieu, peut-être, mais bon. Voilà. Là, tu vas faire plaisir à beaucoup de téléspectateurs. Ouais, parce que franchement, tous les hommes sont des hommes, quoi. Tu vois, donc tu vas à la guerre comme tout le monde. Bon, moi, je suis guadeloupéen. On n'était pas des masses de Guadeloupéens à cette époque-là à la guerre. Mais on avait beaucoup de gens, des Comoriens, des Africains. Et puis, à ce moment-là, tu ne regardes même ni la couleur, ni rien du tout. Tu es dans la même galère que tout le monde. Donc, les expériences sont identiques pour tout le monde. C'est la même situation. Tu as aussi été dans la musique. Et oui, parce qu'on connaît à la base Paco comme musicien. Donc, tu as fréquenté tous les plus grands noms, surtout à la fin des années 90. Tu es vraiment quelqu'un qui était implanté dans la musique. Est-ce que tu continues la musique toujours? Ou est-ce que ça reste juste un dada, tu te fais plaisir à écouter et tu comptes peut-être, qui sait, revenir dedans bientôt? La musique, c'est un truc que je ne peux pas m'en séparer. Je ne pourrais jamais arrêter. J'en fais moins parce que je fais plus de théâtre maintenant. Je fais plus de cinéma, plus de films, plus de pièces de théâtre. Mais je fais toujours de la musique et j'en ferai toujours. Avec qui as-tu l'occasion de travailler justement? En musique? En musique. Alors, en musique, j'ai travaillé quasiment avec tout le monde. Alors, les premières personnes que j'ai travaillé, je me rappelle, les premiers albums que j'ai fait de Zouk à l'époque, où j'étais batteur, je me rappelle, c'était Yannick Cabrion. Il y avait toute l'équipe Giants avec Joël Grédoire à l'époque. Ensuite, j'ai fait pas mal de trucs avec Sweet Sound. On a monté un groupe au lycée Sweet Sound où il y avait la génération Patrice Sulman, Mehdi Custos, Philippe Sadi Calais, Yossi. Il y avait Maron Harmonie, il y avait Marius Vérin qui est dans Maron Harmonie. Il y avait la sœur de Stéphanie André aussi qui est dans ce groupe-là. Et puis, il y avait pas mal de talentueux à cette époque. Donc, j'ai côtoyé pas mal de personnes comme des gens que j'aimais bien dans la musique, comme Jeff Joseph. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Oui. Il y a eu Jean-Michel Rotin, il y a eu Tania Saint-Val, il y a eu Dominique Coco aussi, il y a eu Faber Ténard, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce mec. Bien sûr. Il y a eu un membre de ma famille aussi qui est dans le Zouk, Pascal Valo, je crois que tout le monde connaît. Oui, on connaît un petit peu Pascal Valo. Il y a eu pas mal de personnes dans le milieu même de la musique, parce que j'ai fait aussi du Goka, donc je connais pas mal de personnes dans le Goka. J'ai joué de la musique dans la rue très jeune, donc musicalement, je crois que je... Et ce qui est bien, c'est qu'on entend que, mine de, il y a beaucoup de noms de Zouk. Gros cas, encore une fois, c'est notre musique. Ce qui est bien parce qu'à cette époque, on ne va pas se mentir, fin des années 90, on était très hip-hop ici. Le mouvement reggae dancehall est arrivé, donc c'est vrai que tu aurais pu te dire, vas-y, je me consacre vraiment 100% à ça. Et nous, on entend des noms de zouk, de gros cas. Ta culture est importante pour toi? Oui, ma culture est très importante parce que c'est ça qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui et de pouvoir exprimer, de pouvoir expliquer lors de mes études supérieures
c'était quoi ma culture, quoi. En Jamaïque, j'ai fait mes études en Jamaïque, et en Jamaïque, ils pensaient que la Guadeloupe, c'était juste les cocotiers et tout ça. Ouais. Et Un rattachement de la France voilà, dans la Caraïbe. Genre, ouais, t'es pas indépendant, donc tu n'as pas beaucoup de choses chez toi, quoi. Okay. Alors que c'est faux. On a, voire même plus que, même plus, on veut dire culturellement, parce qu'on a un truc, par exemple, pour le Goka, c'est une forme culturelle chez nous, où on a 7 rythmes. Il y a seulement en Guadeloupe, il y a une forme culturelle comme ça qui est si variée. Dans la Caraïbe, il n'y en a pas d'autres, vraiment, quoi, qu'il y en a autant. Donc, Guadeloupe c'est vraiment important pour moi de défendre ma culture avant tout, et de défendre ma musique, et de défendre tout ce qui se passe chez moi. C'est très important ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai qu'on a énormément de choses à montrer, mais c'est vrai que certaines îles anglophones, elles ne vous le diront pas ouvertement, bien sûr, parce qu'elles ne sont pas trop dans le style Clash et compagnie. Toi, elles t'ont dit ça parce qu'effectivement, comme tu étais un petit peu plus intégré, donc il y avait des paroles qui pouvaient se libérer, mais effectivement, ils ne nous voient pas concrètement comme une île vraiment de la Caraïbe parce qu'on est rattaché à la France. Parce que, bon, pour eux, on n'a rien encore prouvé, quoi. On est toujours dépendant. Dépendant, ouais. Ok. C'est-à-dire qu'il y a un discours, j'avais souvent ce discours à l'école, on me disait, ouais, mais par contre, si vous n'êtes pas indépendant, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas assez battu. Alors je disais, je ne pense pas qu'on ne s'est pas assez battu. Je pense que vous n'êtes pas au courant des combats qu'on a menés. Je pense que vous n'êtes pas au courant. Genre, par exemple, j'ai été visiter au fin fond de la Jamaïque, un endroit où il y a eu des traces de Taïnos. Je leur ai dit, mais vos traces, à Casamance, ça met ça. Tu viens à Trois-Rivières, il y en a un paquet. Tu vois, donc ils me disent, ouais, c'est vrai, à Trois-Rivières, chez vous, il y en a ça. Mais je dis, chez moi, moi, je suis par exemple, alors c'est une histoire qui se passe, qui se discute en Guadeloupe, et je pense que les historiens, il y a des gens qui sont plus placés que moi pour le dire. Moi, je pense qu'on n'a pas seulement une culture africaine. Je pense qu'il y avait déjà des gens ici, et je pense que je fais partie de... Ma culture est aussi mélangée avec les gens qui étaient déjà ici, les Caraïbes et les Taïnos et compagnie. Donc, je pense que ça se discute encore, ce genre de... Vraiment la race guadeloupéenne, d'où elle vient, je pense qu'il y a encore des choses à découvrir sous cette culture et puis sous notre patrimoine guadeloupéen, vraiment. Il y a beaucoup de choses encore à dire. Tout à fait, franchement, et on en apprend tous les jours. Mais en tout cas, depuis tout à l'heure, vous entendez partage, échange entre Jamaïque. Donc, on y vient, justement. Donc, tu as fait des études à la Jamaïque. On rappelle que c'est pratiquement la seule école pour les acteurs dans toute la Caraïbe. Cette école est vraiment très, très réputée et que tu es le premier, voire le seul Français qui y est allé. Donc déjà, comment est-ce que tu as fait déjà première question, pour t'intéresser au milieu un peu du théâtre, du cinéma, comment est-ce que c'est arrivé à toi? Est-ce que tu as toujours été intéressé par ça ou est-ce que c'est vraiment un pur hasard? Ben, on va dire, alors j'ai toujours été intéressé à la scène parce que j'ai toujours fait de la scène depuis très jeune. Je me suis rendu compte que j'ai commencé la scène très jeune. Très jeune, c'est-à-dire depuis à l'époque du lycée avec M. Camier, l'école musique. Et ensuite, je me suis dit, alors j'ai beaucoup travaillé dans la musique pendant des années. Et puis dans les années 2010, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais apporter dans la culture guadeloupéenne différent de la musique? Qu'est-ce qui manque à cette culture pour qu'on soit à l'international ou bien qu'on soit un peu reconnu aussi comme en tant que Guadeloupéen? Et je me suis dit, comme ça, comme par hasard, hommage à cette dame, un jour comme ça, je me réveille et puis je vais à Jarry, à la NPE du spectacle à Jarry. C'était la NPE, maintenant c'est Pôle emploi, mais c'était la NPE du spectacle à l'époque. Et je rencontre une dame, alors je rencontre monsieur Johan Pierrot, qui me met en contact avec madame Cynthia Rollet. Cette dame est décédée et cette dame avait un fascicule sous son bureau qui me dit, ouais, il y a un mec qui est passé de l'école de Jamaïque. Est-ce que si ça t'intéresse, essaie d'appeler ce mec-là et puis voir si ça te plaît. Et comme ce mec-là, il était français, c'est monsieur Pierre Lemaire, il était français et j'ai appelé. Et j'ai dit, ouais, j'aimerais bien faire du théâtre et tout, comment ça se passe? Il m'a dit, bon, mais je te fais passer une audition et si ça marche, on te prend banco. Sauf que le problème, c'est que Guadeloupe n'est pas dans le CARICOM. Donc, on n'est pas affilié comme la Jamaïque, donc tu ne peux pas aller faire des études, il faut tout un paquet de systèmes, tout un système de visa, de permis étudiant et compagnie. Donc, ça m'a pris un certain nombre de temps, mais finalement, j'ai pu, avec l'aide de la région Guadeloupe et Pôle emploi, Madame Cynthia Rollet, j'ai pu monter le dossier et puis partir à l'école. Donc je suis rentré à l'école,
en Jamaïque en 2014 et j'ai commencé les études. Ça a été un peu compliqué parce que toujours avec ce problème de CARICOM, les versements et la partie administrative était très compliquée à gérer parce que pas pays indépendant, tout ça. Donc j'ai quand même insisté, j'ai beaucoup insisté en Jamaïque parce que je tenais à revenir avec ça. J'ai beaucoup insisté et puis en Jamaïque, j'ai découvert que le théâtre, ça me plaît vraiment. C'était un moyen d'expression pour moi par rapport à des trucs que j'avais déjà vécu à l'armée, dans la musique et tout ça. Donc ça m'a servi de tout mettre, de tout rassembler et finalement de créer alors un nouveau style de théâtre pour moi, parce que c'est un nouveau style de théâtre. Je suis à la limite entre le cinéma et le théâtre. Parce que je joue avec les vidéos et tout. Donc je me suis dit, pourquoi pas développer ça et puis ramener ça chez moi pour pouvoir expliquer, pour pouvoir parler des sujets actuels. Donc c'est un travail qui m'a pris beaucoup de temps, mais c'était un peu calculé aussi. Donc c'est pas par hasard, c'était bien calculé de faire ces études pour pouvoir après créer un nouveau style de théâtre que j'ai créé là-bas en Jamaïque, Actualisime. Donc je parle des sujets actuels. Excellent. Donc, voilà. Et donc, dernièrement, tu as pu présenter à la Guadeloupe Shenzi, qui a eu vraiment des retours extraordinaires un petit peu partout. Est-ce que tu peux nous présenter ce travail qui t'a servi aussi de sujet à l'école en Jamaïque, justement? Donc, alors, en fait, c'était Shenzi, l'histoire d'un jeune homme pas comme les autres. C'est mon histoire à moi, personnelle. Tout à fait. Par rapport au traumatisme que j'ai vécu quand j'étais plus jeune. Mais c'est aussi un hommage à ces gens-là. Et Shenzi, à la base, c'est ma thèse. C'est la thèse de mes examens. Et en fait, je me suis dit, si ma thèse a plu à l'école en Jamaïque, pourquoi pas présenter ça comme spectacle en Guadeloupe? Et finalement, j'ai fait la tournée. Alors, je viens de finir la tournée CEDAC. Alors, merci déjà au collectif CEDAC qui m'a aidé, l'archipel Scène Nationale, qui m'ont encadré sur cette tournée. Et j'ai eu des retombées vraiment surprenantes. C'était vraiment surprenant. Je suis encore ému parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir après le spectacle qui étaient en larmes et qui me disaient « Waouh, ton histoire est vraiment touchante. C'est vraiment fou comment tu as pu faire ça. Tu as une richesse culturelle énorme. Tu mélanges la vidéo, la musique, tu joues, tu chantes, tu danses. » c'est vraiment complet, on voit un double écran, mais les images que vous voyez, vraiment, c'est encore très peu par rapport à la réalité de la pièce, qui est vraiment énorme. Il y a un jeu avec les émotions et compagnie. Tout ça aussi, ça s'apprend là-bas en Jamaïque? Ça donc là, tu sais tout jouer, là? En fait, je sais tout jouer, c'est-à-dire que tu finis jamais d'apprendre. Le principe du théâtre, c'est de toujours jouer, et découvrir, apprendre, jouer et tout. Et en fait, ce que j'ai découvert aussi avec le théâtre, c'est que tu apprends des personnages. Nous, on a énormément de personnages chez nous. Donc, tu découvres, et puis tu découvres des choses en parlant avec les gens, et puis ça t'apprend d'autres techniques. Façon de te positionner, façon de parler, façon de discuter avec les gens, façon même de marcher. Donc, ça, c'est un truc qui est permanent chez moi. Maintenant, c'est devenu permanent. Demain, je peux dire, mais je peux faire styler. Mais alors, vous êtes ici chez moi, maintenant, alors, tu vois, tu peux faire. Tu vois, c'est ça un peu le boulot. Je te donne les lunettes. Tu me donnes les lunettes et puis je te mets les cheveux comme ça et puis je te dis, bon, alors aujourd'hui, on va recevoir un invité très spécial qui s'appelle Stylé et qui présente cette émission depuis un certain temps, tu vois. Donc, c'est un peu ça mon boulot. Je ne le fais pas tout de suite comme ça, mais on te donne encore 2 jours et puis c'est bon, c'est réglé. Et ce qui est bien, c'est que tu touches à des thèmes qui nous sont proches. Et souvent tabou, on en parlait hors antenne, par exemple faire pipi au lit quand on est plus jeune. Apparemment, je ne savais pas que c'était tabou. Moi, je le dis sans problème. Mais tu m'as raconté des petites anecdotes. Certaines personnes viennent te voir et te dire « Ah ouais, c'est vrai, je n'ose pas trop dire ça. Ils ont retrouvé ça tous dans la pièce. Ils ont trouvé ça hallucinant. Est-ce que pour toi aussi, c'est une façon aussi d'exorciser tes démons, de parler de tous ces petits tabous et de toutes ces choses, tous ces traumatismes aussi que tu as vécu, tu en parlais dans ta jeunesse? Des fois, ça peut être un traumatisme pour certains, comme ça a été un traumatisme pour moi. Par exemple, faire pipi au lit jusqu'à 12 ans, jusqu'à 14 ans pour certains, jusqu'à 16 ans pour certains. Ça paraît, c'est tabou aux Antilles. Chez nous, c'est tabou, on ne parle pas de ça. Parce que j'ai eu des gens qui sont venus me voir et m'ont dit « Ouais, mais tu sais, je faisais pipi au lit. »
Je dis, ah ouais? C'est vrai? Ouais, des femmes, des hommes qui me disent, ouais, mais tu sais, ouais, ton pipi au lit, ouais, c'est vrai que j'ai fait un pipi au lit. Tu vois, donc c'est un truc, en fait, on en parle quand on est plus jeune, mais quand tu grandis, tu refuses de parler de ça. Oui, tu refuses de dire que tu faisais pipi au lit à 15-16 ans. Ouais, 15-16 ans. Tu vois, et puis moi, j'ai eu des expériences assez particulières avec cette histoire de pipi au lit, moi, personnellement, qui se sont transformées en traumatisme. OK. Donc, et moi, j'ai voulu accentuer cette partie du traumatisme, le pipi au lit, parce que c'est un truc qui est commun chez nous, et c'est un truc souvent, on grandit avec ça, et les gens, c'est-à-dire que le pipi au lit, quand tu fais pipi au lit, ça peut t'emmener à, quand tu grandis, les gens te voient comme quelqu'un de pas propre. Ouais. Parce que comme tu le disais, comme quand tu vis en cité, effectivement, le matelas, il est dehors, sur le balcon. Donc toute la cité sait que tu as fait pipi au lit. Tu vois, donc quand tu es petit, on te dit, ouais, tu fais pipi au lit, ouais, il fait pipi au lit. Et puis quand tu grandis, on te dit, tu te rappelles, tu faisais pipi au lit. Exactement. À chaque fois, on te rappelle ça. On te rappelle ça. Et puis, en fait, le discours, comme on dit, les commérages, c'est genre, alors pour peu que tu as des locks ou bien tu sens mauvais ou tu, je sais pas, peu importe. Comme par hasard, tu viens de faire un footing, on associe ça au pipi au lit, tout de suite t'es sale. T'es pas propre. Tu vois, t'es pas. Ça c'est chez nous, ça c'est typiquement guadeloupéen. Tu vois, ça c'est. Donc c'est des petites choses subtilement que j'ai voulu utiliser et rappeler aux gens de chez moi que ça peut être un traumatisme pour certains. Justement, quel autre traumatisme traites-tu dans ta pièce? Alors, je traite le traumatisme, alors il y a le pipi au lit, mais je traite aussi l'environnement. C'est-à-dire l'environnement. C'est-à-dire que vivre dans une... alors, les bâtiments, alors je prends référence à la Société immobilière de la Guadeloupe qui avait les bâtiments à cette époque. Et c'est sûr que ça a développé pas mal de traumatisme chez les gens, de vivre dans des conditions comme ça. C'est-à-dire vivre dans des petites conditions comme ça où tout le monde sait tout ce qui se passe. Exactement. Tu vois, limite, tu n'as pas de vie privée. Voilà, limite, tu n'as pas de vie privée. Et puis moi, je suis quelqu'un où j'ai grandi à la campagne. Moi, je montais dans les arbres, je courais sans chaussures et compagnie. Et puis du jour au lendemain, c'est un traumatisme de me déplacer de cet environnement-là et de m'emmener à Pointe-à-Pitre. Donc j'arrive dans un bâtiment où on me met dans les mêmes conditions de la campagne. Où on me dit, ouais, mais il faut mettre ton matelas à sécher, ou il faut faire certaines choses. Donc, tu vois, tu es aussi perturbé parce que tu n'es plus dans l'univers où tu étais avant, tu es dans l'univers de la ville. Et la ville, ça ne marche pas comme ça. Quand on arrive, il faut savoir que, et je pense que beaucoup de gens ont vécu ça, quand tu arrives en ville et que tu es un petit garçon de la campagne, quand tu arrives en ville, tu affrontes beaucoup de choses quand tu as 12 ans. Quand tu es jeune, 7, 8 ans, tu affrontes beaucoup de choses. Tu affrontes déjà les gens de ton quartier, donc il ne faut pas te laisser marcher dessus, tu vois, parce que tu as des plus grands que toi, qui vont te donner des conseils. Comme à Chanzy, il y a eu beaucoup de grands qui m'ont donné beaucoup de conseils. Il y en a eu beaucoup qui m'ont donné beaucoup de conseils, qui fait par exemple qu'une bonne partie de ma génération a touché le crack très tôt. Moi, je n'ai pas eu la chance d'y toucher parce qu'on m'a préservé de ça. Et ça, c'est des grands de ma cité qui m'ont préservé de ça. Je dis ça parce que je pense à plusieurs personnes dans ma cité qui ont très vite montré qu'est-ce que c'était et qui m'ont très vite dit, oh toi, tu ne touches pas à ça parce que... Tu penses que ça manque maintenant, justement, les grands frères? Oui, ça manque. Qui recadrent un petit peu? Oui, ça manque. Ça manque parce que nous, on n'avait pas peur de nous foutre des baffes. Exactement. À la cité, on n'avait pas peur de nous dire... Les petits ne faisaient pas n'importe quoi. Moi, j'étais un peu turbulent parce que moi, c'était difficile de prendre les baffes et de ne rien dire. Tu vois, de prendre les cabèches, les tombocs, tout ça. Il y avait toujours une petite répercussion. J'étais un peu vulgaire ou j'insultais ou bien, tu vois, j'étais un peu... Voilà. Mais ça m'a servi beaucoup. Notamment pour cette histoire quand le crack est arrivé à Pointe-à-Pitre, dans ces années-là, où on a connu le crack à Pointe-à-Pitre, où moi j'ai vu ça très tôt. Donc ça m'a montré vraiment quel effet que ça avait sur les familles, sur les gens et tout. Donc on a été préservé de ça. Beaucoup de ma génération, de ma cité, ont été préservés de ça. Et ça, c'est un truc qui a été très important. Il y a beaucoup de gens dans ma cité aussi qui ont enfin, les grands de ma cité m'ont préservé aussi de cette histoire de prison. Toute ma génération était en prison par rapport à des problèmes de délinquance, de traumatisme aussi dans les familles, dans les quartiers. Donc moi, avec ma pièce, j'essaie de remettre tout ça dans le contexte et d'essayer d'expliquer à la population guadeloupéenne que aussi c'est à cause de certaines choses qui fait qu'on a développé... que ça s'est développé chez nous, la délinquance, cette histoire de gang et tout ça et tout ça. Donc, et c'est parce qu'il y a eu un manque de grands frères, un manque de surveillance sur ce genre de trucs aussi. Donc si je peux rattraper certaines personnes
avec mon histoire. Avec ton art et ton histoire. mon histoire, en ouais. tout cas, très gros travail et je crois savoir que tu es un bosseur parce que tu réfléchis déjà à une autre pièce. C'est Ouais. déjà dans les starting blocks, Yeah. toujours proche de la culture. Ouais. Il y aura même un peu de zouk si je ne me trompe pas. Ouais. Il y aura Mais vraiment pas mal de trucs. on peut en parler ou ça reste Oui, non, ramassé? on peut en parler. C'est-à-dire que je suis lauréat d'un projet avec la Cité des Arts Internationales Ouais. de Paris, et en partenariat avec la DAC de Guadeloupe, Ouais. qui m'offre la possibilité d'écrire une deuxième pièce. Ok. Et je fais appel à des professionnels. Je pense déjà que je vais faire appel à eux personnellement, mais Ouais. je le dis au grand public. Ça parlera de la musique, de l'origine de la musique guadeloupéenne. Ah, les amis, encore une fois, il est au combat pour la culture et pour notre culture. C'est pas merveilleux, hein? Ouais. Franchement, il n'est pas comme les autres. Ouais, exact. Excellent. Justement, on va faire peut-être une parenthèse parce que tu as vraiment vécu en Jamaïque et on parlait hors antenne justement de la ressemblance entre leur patois et notre créole, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent énormément. Ce qui change un petit peu, c'est que bon, c'est anglais-français, limite, mais tu as trouvé des petites similarités et tu disais que honnêtement, c'est limite plus facile pour toi de communiquer en patois qu'en anglais pur. Yeah, that's more easier to me to speak to chat patois. Et ça plus facile. C'est plus facile. Ah, bah, en créole, traduction. C'est la même chose. En fait, c'est le même nombre de syllabes. Ok. Papa. Tu comptes les syllabes. Genre, tu vois, Ola Okai, where you go. Ola Okai, where you go. C'est le même nombre de syllabes. Donc, en fait, j'ai découvert ça lors de ma thèse. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai pu expliquer ma pièce en créole, en patois jamaïcain et en créole en même temps. Okay. Et ils ont pu comprendre parce que c'est la même forme grammaticale. Justement, les anglophones préfèrent nous entendre parler créole, parce qu'ils trouvent en fait c'est notre création à nous. Et donc, comment toi tu as vécu ça? Alors il faut savoir que mon expérience en Jamaïque a été un peu différente des autres. Moi, je suis sorti du campus et j'ai été vivre, comme on dit, sous le ghetto. Ok, d'accord. Pour apprendre le langage. Ouais. Donc moi, j'ai vécu cette période-là de Jamaïque, pas comme les étudiants jamaïcains, mais comme les Jamaïcains même. C'est-à-dire que je vivais sous le ghetto, dans une maison en tôle, comme je vivais en Guadeloupe à l'époque quand j'ai grandi, où je me lavais avec une casserole dans le baril et tout, avec le matin les cheveux et tout ça. Dans une maison où je faisais à manger sous cheveux de bois, sous feu de bois et tout, avec charbon et tout. Et les mecs, ils m'ont appris à parler. Et en fait, ils m'ont appris à parler comme ils parlent chez toi, comme tu parles chez toi, créole, machin. Et puis, quand j'ai commencé à comprendre le fonctionnement, je me suis dit, mais finalement, c'est comme chez moi. Parce que moi, j'ai grandi à la campagne où on me parlait créole et compagnie. Et finalement, j'ai commencé à placer les sujets, les verbes et compagnie. Et en fait, je transformais le langage, la conversation, en ma conversation créole. C'est-à-dire, une fois que la conversation était partie, au début, je ne comprenais pas, mais « Waya go pako, awaya chat tout, ba, waya go, ola okai, baki mounuka parler ». Et j'ai commencé à trouver les petites formules comme ça quotidiennes de la Jamaïque et assembler à mes formules quotidiennes, c'est la même chose. Ouais, c'est un qui genre, ou bien, hey, how are you do? How are you go? What you do today? So, quand on fait jeudi là, how are you do today? Me can come to you, tu sais, on peut venir wow, c'est la même chose. Donc, une fois que j'avais compris ça, c'était facile. Easy. Easy. Encore une fois, franchement, il a tellement de choses à vous raconter. On ne pourra pas tout raconter, mais on va le réinviter. Mais si on veut te suivre pour savoir ce que tu fais, si on veut voir même des extraits de tes pièces ou même venir à une de tes représentations, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook ou même un petit YouTube pour qu'on puisse regarder ce que tu fais? Facebook, Instagram, vas-y, dis-nous tout. Alors, moi, je suis sur les réseaux sociaux comme tout le monde. C'est sûr que j'ai beaucoup de boulot, donc je réponds toujours sur les réseaux sociaux. Donc, je suis sur Instagram, pas comme les autres, sur Facebook, pas comme Major, sur YouTube. J'ai ma chaîne YouTube. Donc, je ne suis pas très... donc, moi, je fais du quotidien. Moi, c'est de l'actualisme. Je fais des trucs actuels. Donc, si tu veux me voir, il faut me voir actuellement. Il faut me chercher sous le moment. Tu me vois aujourd'hui. N'hésitez pas à le suivre comme ça. Peut-être que vous l'aurez sur le moment. C'est Paco Major un petit peu partout et pas comme les autres sur Insta. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Merci, c'est moi qui dois remercier. Ce fut un réel plaisir. Et comme on n'a pas encore fini de discuter, tu reviendras après la résidence. Je t'attends. Franchement, tranquille, tu connais le chemin. La porte est ouverte. Tu fais comme chez toi.
Yeah, man. Merci Super, à toi merci. et longue Merci vie à moi. ton art parce que tu le fais très bien. Merci mon frère, merci. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.